Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description si mes vidéos vous plaisent bien entendu. J'aimerais ajouter une dernière chose. Vous savez que mon ancienne chaîne Analyse du Monde a été supprimée il y a de cela près d'un an. Celle-ci, réinformation sur le monde, malheureusement, n'échappe pas aux sanctions que ma précédente chaîne subissait. Donc mes vidéos sont invisibilisées par YouTube. Donc s'il vous plaît, partagez afin que je puisse rebondir et retrouver mes 2000 abonnés que j'avais eu précédemment. Donc je vous remercie par avance de votre aide. Bref, donc là c'est le point sur l'Ukraine du 20 avril 2024 avec comme titre principal la défaite de l'Ukraine arrive à grands pas. Vous allez me dire, je me répète, je le dis depuis longtemps, et oui, mais de plus en plus de grands journaux commencent à l'avouer, alors pas les journaux français, puisque ça, ce serait impensable, quoi. Pas maintenant, tout du moins, la France n'est pas encore prête pour cela. Par contre, dans les journaux américains, oui, et je vais vous montrer cela, bien sûr, et le pourquoi du comment, du fait que maintenant, pour beaucoup, essayer de faire gagner l'Ukraine devient totalement futile. Alors nous verrons aussi que l'Ukraine est en panique concernant la production électrique, puisque beaucoup de centrales thermiques électriques ont été touchées. Je tiens à souligner qu'aucune centrale nucléaire ukrainienne n'a été touchée depuis le début de la guerre. Je parle des 4 autres centrales nucléaires plus vers l'ouest de l'Ukraine. La centrale de Zaporozhye, qui est dans la ville d'Energodar, elle est constamment bombardée par l'Ukraine présentement. Alors, principalement par des drones. Principalement, l'année dernière, c'était obus, drones, missiles, etc. Ça, c'était l'année dernière, il y a plus d'un an. Ils s'étaient calmés, mais là, ils reprennent parce que, évidemment, là, ils sont en pure panique. Donc, ils se débattent, ils font comme ils peuvent, donc des actes terroristes. Donc là, c'est un acte terroriste pur. Les agents de l'AIEA qui sont pourtant en permanence dans la centrale de Zaporozhye ne disent toujours pas d'où viennent les drones, parce que là, c'était des drones. Alors même s'ils commencent à l'avouer, mais entre les lignes, très discrètement, donc par Monsieur Grossi, qui est le directeur de l'AIEA. Donc c'est dit, mais il faut vraiment lire entre les lignes. Donc évidemment, n'oublions pas que l'AIEA est une entité qui est complètement contrôlée par l'Occident. Donc ça demanderait du courage à Grossi, mais Grossi, lui, il veut garder son poste et son salaire. Donc évidemment, il ne l'avouera pas comme ça, quoi, sauf si vraiment il entre en panique. Mais bon, je n'y crois pas un instant parce que bon, il a quand même une carrière à préserver, comme on dit, hein. Bref, donc manque d'électricité qui commence à devenir criant en Ukraine. Et là, c'est tellement criant que là, ça influe sur le militaire en Ukraine. Et oui, tellement il manque d'électricité. Donc des groupes électrogènes ne suffisent pas, bien entendu, pour mener la guerre. Évidemment, les armées ont besoin d'électricité massivement. Il y a toute une industrie derrière, ne serait-ce que pour la fabrication des drones et autres armes, autres industries qu'il y a présentement en Ukraine, bien sûr, très bien cachées, bien évidemment. Mais bref, des groupes électrogènes, ça ne suffit pas. Alors nous verrons aussi qu'il y a des mutineries de plus en plus massives en Ukraine et là nous allons étudier le cas le plus intéressant présentement, c'est la mutinerie du bataillon Azov et des bandéristes aussi, ainsi que du secteur droit, mais principalement du bataillon Azov sur Tchassiviar, puisque en fait, donc ces bataillons d'élite, parce que ce sont les meilleurs d'Ukraine, tout du moins c'est ce que prétend l'Ukraine depuis le début.
Donc ces bataillons d'élite sont venus, ils ont vu la situation, et comme ils ont vu que c'était désespéré, ben, malgré les ordres du général Sirski, ils ont fait demi-tour, hein, ils n'ont pas voulu se battre, carrément. Donc nous allons étudier ça. Alors évidemment, là c'est le bataillon Azov principalement, mais c'est la même chose bien entendu sur tout le front. Alors pas partout, hein, ce sont des poches par-ci, par-là, bien évidemment, on ne peut pas généraliser, bien entendu, mais c'est un phénomène qui commence à se propager. Bah, évidemment, nul espoir en vue, aucune victoire possible, bien entendu, les Russes qui ne cessent d'avancer, de devenir de plus en plus puissants, des systèmes antiaériens qui ne sont quasiment plus là, je dis bien quasiment plus. N'oublions pas qu'il y a eu une centrale thermique à Lviv qui a été bombardée par un Sukhoi 34 qui a lâché des bombes planantes, des Fab 1500. Voilà, donc un Sukhoi 34, il a été très très loin vers l'ouest, hein. Alors évidemment, il était à très haute altitude, ça lui a permis de faire cela, donc ce qui prouve quand même que bon, bah, les Russes commencent à prendre leur aise. Alors évidemment, lui, cet exemple-là, c'était un pionnier, mais qui sera peut-être suivi par d'autres, hein. Après, tout dépend de la hardiesse du pilote. Bon, certains pourront parler de témérité. Alors, bien sûr, beaucoup font ça pour avoir de la médaille et une très grosse prime, parce que évidemment, ce genre d'initiative héroïque est très prisé en Russie. Bon, après, évidemment, c'est très périlleux et à chacun ses risques et périls, hein, bien évidemment. En tous les cas, bah, ce pilote, lui, il avait réussi. Donc c'est pour vous dire que le système antiaérien ukrainien est très épuisé. Et très bientôt, d'après ce que j'ai compris, bah, il sera totalement épuisé. Donc ça préfigurera une attaque massive aérienne, certainement pour bientôt. Alors les Occidentaux parlent de mai, en mai, peut-être en juillet, quoi, en fin printemps, début été, c'est ce que des journaux occidentaux disent, qu'ils entendent parler évidemment de spécialistes, d'experts, souvent du Pentagone. Nous verrons bien. Bref, cette vidéo comme d'habitude est en 3 parties, donc nous avons les informations générales qui seront suivies de la conclusion, et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Et comme d'habitude, nous allons commencer par les articles. Alors on va commencer très fort avec un article de Business Insider qui date du 18 avril et que dit-il? L'Ukraine était déjà en difficulté, elle admet maintenant ouvertement qu'elle est sur le point de perdre. Donc là, comme vous pouvez le voir, on commence très très fort. La situation de l'Ukraine devient de plus en plus désespérée, le pays est à court d'équipements militaires vitaux alors que l'aide américaine est bloquée. Alors là, vous voyez qu'avec ce titre, déjà, les grands médias commencent à se lâcher. Business Insider est un des plus grands journaux économiques du monde, à l'image de Bloomberg ou The Economist. Donc là, marquer ça, bah, ça veut dire que c'est international. Tout le monde va le lire. Tous les journalistes devraient lire Business Insider, voir ce titre. Et bon, pour les Occidentaux les plus crédules, bah, s'inquiéter très fortement, pour ne pas dire paniquer. Mais attendez, c'est pas fini. Donc là, on passe à un article de The Hill, donc le grand journal américain, qui nous dit la futilité de la guerre en Ukraine est devenue plus évidente. Ça date du 15 avril. La futilité de la guerre en Ukraine est devenue plus évidente. Vous voyez que le titre est très fort. Donc là, évidemment, il y a une liberté de ton qu'on voit dans les journaux anglo-saxons qui est absolument inconnue dans l'Union européenne, puisque évidemment, les médias de l'Union européenne sont complètement cadenassés, puisqu'il n'y a quasiment plus de liberté d'expression en Europe. Voilà. Aux États-Unis, ça devient de plus en plus dur la liberté d'expression, mais il y en a encore quand même. Il y en a encore. Bref, donc
Titre très très fort. Donc on va lire le plus important. Et là, que lit-on? Alors que le carnage entre dans sa 3e année, aucune fin n'est en vue. L'Occident et l'Ukraine manquent d'une stratégie crédible pour l'avenir. Les sanctions n'ont pas paralysé la Russie. Son économie a connu une croissance l'année dernière et devrait connaître une nouvelle croissance cette année. Et oui, là le FMI a calculé une croissance de 3,2% pour la Russie, c'est-à-dire 5 fois plus que la France. C'est carrément énorme. Et je ne vous parle pas de la Chine. Alors là, la Chine, c'est un étonnement mondial, j'ai envie de vous dire, parce que la Chine a été en très mauvaise posture il y a quelques mois de cela, au niveau économique, et là, elle a fait un rebond spectaculaire, puisque le FMI a calculé pour la Chine une croissance de 5,6%. Très étonnant, mais bon, tant mieux pour la Chine, mais aussi tant mieux pour la Russie, puisque une Chine économiquement plus forte, bah, c'est une Russie qui est d'autant plus forte aussi, puisque la Chine va d'autant plus acheter à la Russie, principalement des matières premières. Ensuite, la Russie a restructuré et réorienté son commerce afin de réduire sa dépendance à l'égard de l'Occident en tant que partenaire et du dollar comme moyen d'échange. Et oui, n'oublions pas les BRICS et la dédollarisation qui s'accélère, ne l'oublions pas. Dans ces circonstances, doubler les sanctions comme le préconisent les partisans de l'Ukraine ne mettrait guère la Russie à genoux. De même, doter l'Ukraine d'armes plus sophistiquées, F-16, missiles Attack-MS à longue portée, ne s'avérera pas décisif pour vaincre les positions défensives bien fortifiées de la Russie. Comme l'année dernière l'a montré, la guerre des drones a privilégié les opérations défensives par rapport aux opérations offensives. Pendant ce temps, Poutine respire l'optimisme. Son économie a résisté aux sanctions occidentales. Son armée a contrecarré la contre-offensive ukrainienne l'année dernière. Et l'Occident semble être en plein désarroi. Ça, ce n'est que trop vrai. Les forces russes sont à l'offensive, sur tout le front, et la Russie a intensifié ses attaques aériennes contre les villes et les infrastructures à l'arrière. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Alors, je suppose qu'ils font allusion à ce fameux Sukhoi 34 qui a bombardé une centrale thermique dans l'oblast de Lvov, c'est-à-dire à l'ouest, vraiment l'ouest de l'Ukraine. Bref, vous voyez, rien ne va plus. Les médias, petit à petit, commencent à être de plus en plus francs et honnêtes quant à la situation sur le terrain. Là, on voit un article de MSN, c'est-à-dire Microsoft, qui nous dit « La défense aérienne de l'Ukraine s'épuise, une grave pénurie de missiles Patriot ». Alors pareil, on va pas tout lire, hein. Le portail d'information ukrainien Pravda a rapporté jeudi que Kiev ne dispose plus de missiles pour les systèmes antiaériens et antimissiles Patriot, ainsi que pour aéristés. Les systèmes antiaériens aéristés, c'est les systèmes allemands. Le portail fait référence aux informations de Julian Robke, correspondant du journal allemand Bild, qui a noté que la plupart des autres fournitures de défense aérienne de l'Ukraine étaient également épuisées ou détruites. Je tiens à dire que j'en avais fait déjà la remarque et j'avais déjà parlé de Julian Robke la semaine dernière. Donc là, ça ne fait qu'ajouter. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, et presque personne ne m'a cru, l'Ukraine est à court de missiles pour les systèmes Patriot et Iris-T. La plupart des autres équipements de défense aérienne sont également épuisés ou détruits. Donc là, il ne parle plus uniquement des systèmes Patriot ou Iris-T, mais des autres systèmes de défense aérienne qui sont également épuisés ou détruits. Également épuisés ou détruits. Donc là, évidemment, il fait allusion aux systèmes Iris-T et Patriot, dont beaucoup ont été détruits. Alors, il y a plus d'Iris-T qui ont été détruits que de systèmes Patriot.
J'ai envie de vous dire, heureusement pour l'Ukraine. Moi, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, d'après ce que je lis des rapports russes, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, il n'y aurait plus que 2 systèmes patriotes dans toute l'Ukraine. Et oui, un à Kiev et un à Odessa. Alors maintenant, à prendre avec des pincettes, hein, parce que ce n'est pas une source confirmée. Mais bon, vous avez vu, donc presque tous les équipements de défense aérienne sont épuisés ou détruits, alors que nous disposons de centaines de systèmes de missiles et des milliers de missiles dans nos stocks. Là, il parle au niveau mondial. Il parle au niveau mondial, hein. C'est-à-dire, là, il parle des centaines de missiles, de systèmes de missiles similaires aux Patriotes. Là, il parle de tout confondu, c'est-à-dire tous ceux qui existent dans le monde, évidemment. Donc là, il finit, pas de mots, juste la colère, écrit Robke sur plateforme X. Oui, parce que Robke, Julian Robke, c'est un journaliste allemand du Bild. Il est totalement pro-ukrainien. Ce qui apporte de l'objectivité et même de l'honnêteté de sa part, parce que je peux vous dire que des journalistes qui osent dire ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc lui, il peut se permettre ça parce que le journal allemand Bild, bah, c'est un des plus grands journaux d'Europe, bien évidemment. Donc peut-être se permet-il ça sans crainte d'être viré. Comme vous pouvez le voir, rien que dans ce seul article, eh bien, nous pouvons voir bah, que les systèmes antiaériens ukrainiens sont à plat dans toute l'Ukraine. C'est très inquiétant, évidemment, pour Kiev, puisque ça va laisser un boulevard très bientôt, si ce n'est déjà en train de se faire, à l'aviation russe qui va entrer cette fois massivement dans l'Ukraine. Alors évidemment, comme d'habitude avec les Russes, cela se fera progressivement. Donc ils vont commencer vers l'Est, ensuite le milieu et ils finiront sur l'Ouest, comme d'habitude avec les Russes. Pour en finir avec les systèmes antiaériens, on a un article d'Euronews du 20 avril qui nous dit « Le chef de l'OTAN exhorte ses alliés à fournir des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine ». Alors lui, c'est jusqu'au boutisme, hein. Jusqu'au boutisme, vous allez voir pourquoi. Donc là, on a le blabla pour dire qu'il faut absolument aider l'Ukraine, mais regardez ce qu'il dit là. Les Alliés doivent puiser profondément dans leur stock et accélérer la livraison de missiles, d'artillerie et de munitions. L'Ukraine utilise les armes que nous lui fournissons pour détruire les capacités de combat russes. Cela nous rend tous plus en sécurité. Le soutien à l'Ukraine n'est pas de la charité, c'est un investissement dans notre propre sécurité. Vous voyez, c'est pour notre propre sécurité qu'on fait ça. Et là, mais Stoltenberg a déclaré que si le fait de respecter les directives est le seul moyen pour les alliés de l'OTAN de fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour se défendre, eh bien, c'est un risque que nous devons prendre. Car oui, il est prêt à épuiser totalement, donc là, les 32 pays membres qui donnent les armes effectivement à l'Ukraine, eh bien, il dit, eh bien, pour notre propre sécurité, et oui, on ne le fait même pas pour l'Ukraine, hein, on le fait pour nous, les Européens, eh bien oui, quitte à ce qu'on n'ait plus rien dans nos stocks, nous devons continuer à armer l'Ukraine. Vous voyez un petit peu cette idéologie, ça va même au-delà maintenant. C'est de la religion. C'est de la religion obsédante même à ce niveau-là. Alors évidemment, Jens Stoltenberg, lui, suit les ordres de Washington. Bien évidemment. C'est Washington qui lui dit de dire ça. Bien évidemment. Donc, ils sont prêts à détruire complètement l'Europe. Là, je parle militairement. Les Américains ont déjà détruit l'Europe économiquement, et en particulier l'Allemagne. Quand je dis détruit, j'exagère, hein. Donc, on va dire beaucoup amoindri l'économie européenne et surtout allemande.
Mais maintenant, ils vont pas hésiter à s'attaquer au côté militaire de l'Europe. Voilà. Et puis quand les Européens n'auront plus rien, vu qu'ils n'ont toujours pas d'usine digne de ce nom pour fabriquer tout ce qui est militaire, eh bien par contre, comme depuis 2 ans, eh bien l'Europe et même les impôts américains ont enrichi le complexe militaro-industriel américain qui ne cesse de s'agrandir, eh bien lui, le complexe militaro-industriel américain, lui sera prêt. Voilà. Et comme nous, les Européens, on aura des stocks complètement asséchés, et que bon, vous comprenez, hein, c'est comme les vaccins, il faut les avoir en urgence, eh bien les Européens vont acheter en urgence les armes américaines, je dis bien toutes les armes américaines cette fois, et non pas que des F-35. Eh bien, comme ils auront acheté les armes américaines en masse, eh bien, il y aura la maintenance qu'on aura acheté avec des contrats, je ne sais pas, de 10 ans, de 15 ans. Bref, on se sera mis la laisse au cou et nous serons dépendants non plus seulement économiquement des États-Unis, mais aussi militairement. Il y a déjà des pays qui ont déjà la laisse au cou, hein, bien évidemment, comme les pays scandinaves, l'Allemagne, etc. Et la Suisse récemment, mais bien entendu, cela va aller au-delà, parce que c'est comme ça que les Américains le veulent. Ils veulent une dépendance totale envers les États-Unis concernant l'économie et le militaire. Donc l'économie principalement au niveau du GNL, mais pas que. Bien entendu, ce sera sur d'autres produits. N'oublions pas qu'il y a déjà de grands groupes allemands, mais pas que, hein, il n'y a pas que les Allemands qui sont déjà partis aux États-Unis à cause d'une énergie qui est moins chère là-bas. Voilà, et j'en termine là. Là, on va voir un petit extrait de LCI qui va nous montrer la conclusion du ministre de la Défense Lloyd Austin ainsi que du chef d'état-major américain au Congrès concernant l'état réel du front ukrainien. Vous allez voir, c'est très intéressant. Comment le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Charles Brown, et Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, évoquent maintenant la situation sur le front vis-à-vis des soldats ukrainiens. Les Ukrainiens sont surpassés par les Russes, nous dit-on, les mots sont lâchés, et ça va même peut-être un petit peu plus loin que ça. Écoutons-les. Je peux vous dire que l'Ukraine est actuellement confrontée à des conditions désastreuses sur le champ de bataille. C'est en partie parce que ses capacités en termes de ressources, qu'il s'agisse de munitions, de véhicules ou de plateformes, sont dépassées par les Russes. Je pense que nous voyons déjà les choses sur le champ de bataille commencer à changer un peu en faveur de la Russie. Nous voyons que les Ukrainiens sont défiés sur le fait de tenir la ligne. Ils font un travail incroyable, mais pour cela, ils vont avoir besoin de bon matériel, de bonnes munitions et des armes nécessaires. Magali, est-ce qu'on met enfin des mots sur ce qu'il se passe? Parce qu'ils font un constat qu'on fait nous, observateurs, mais peut-être qu'on avait moins entendu ce côté un peu sincère de ces officiels-là qui disent même pour tenir en défense, ça va être très compliqué. C'est vrai qu'on entendait Zelensky dire si l'aide américaine n'est pas votée, on va perdre, enfin on ne pourra pas gagner, mais c'est vrai que là, on sent cette véritable inquiétude américaine qui en effet nous fait comprendre que les Russes sont en train véritablement de pousser la ligne de défense et les Ukrainiens sont défiés sur le fait de tenir cette ligne. C'est ça, c'est ce que dit le ministre de la Défense qui montre bien que oui, la situation est extrêmement inquiétante. En fait, ils ne font que dire la vérité du terrain, c'est-à-dire que sans armes, sans munitions, il va être extrêmement compliqué pour les Ukrainiens, même en défensive, même avec les fortifications qu'ils ont essayé de monter, de tenir, parce que le rapport de feu est tellement désavantageux pour l'Ukraine. Il faut bien comprendre que depuis en gros la fin de l'année dernière, il n'y a plus d'aide américaine qui arrive, ou très peu, vraiment au compte-gouttes, en raclant les fonds de tiroir. Alors là, on finit les articles très forts par le grand journal international Politico. L'Ukraine se dirige vers la défaite. L'incapacité de l'Occident à envoyer des armes à Kiev aide Poutine à gagner sa guerre.
Donc là, encore une fois, on est toujours dans des titres édifiants, des titres très puissants. L'Ukraine se dirige vers la défaite. Alors vous notez quand même que je vous dis cela depuis des mois, me concernant, toujours à l'appui d'articles. Alors au début des articles un petit peu timides, et comme vous le voyez, et comme je vous l'ai décrit depuis des mois encore, je vous ai dit que les médias commençaient à s'ouvrir à ce fait-là de plus en plus. Donc là maintenant, ça y est, l'acceptation est maintenant totale concernant la défaite ukrainienne que je vous annonce depuis 1 an et demi. Et oui, déjà, le temps passe vite, hein. Donc je vais pas tout lire, juste le plus intéressant. Demandez simplement à un soldat ukrainien s'il croit toujours que l'Occident se tiendra aux côtés de Kiev, aussi longtemps qu'il le faudra. Cet engagement sonne creux quand cela fait 4 semaines que votre unité d'artillerie n'a pas eu un obus à tirer, comme s'est plaint un militaire depuis les lignes de front. Vous vous rendez compte? Pas un obus à tirer depuis 4 semaines, c'est-à-dire depuis 1 mois. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas seulement que les forces ukrainiennes sont à court de munitions. Les retards occidentaux dans l'envoi de l'aide signifient que le pays manque dangereusement de quelque chose d'encore plus difficile à fournir que des obus. L'esprit combatif nécessaire pour gagner. Et oui, comme je vous le dis dans tous les points sur l'Ukraine, n'oublions pas le moral qui est devenu complètement inexistant, évidemment, chez les soldats ukrainiens qui se battent par réflexe de survie, j'ai envie de vous dire, mais uniquement pour cela, pas dans l'espérance de gagner la guerre. Alors imaginez-vous les pauvres soldats ukrainiens. Personnellement, je les plains. Le moral des troupes est sombre, affaibli par les bombardements incessants, le manque d'armes avancées et les pertes sur le champ de bataille. Dans les villes situées à des centaines de kilomètres du front, les foules de jeunes hommes qui faisaient la queue pour rejoindre l'armée au cours des premiers mois de la guerre ont disparu. De nos jours, les recrues potentielles éligibles évitent le recrutement et passent leurs après-midi dans les boîtes de nuit. Beaucoup ont complètement quitté le pays. Alors là, j'aimerais faire une transition parce que j'ai lu des rapports ukrainiens, je dis bien des rapports ukrainiens, très intéressants. J'ai lu que le gouvernement s'était plaint que les soldats ukrainiens sur le front, quand ils ont quelques minutes ou quelques heures, jouent à des jeux de hasard de manière folle et perdent l'équivalent de centaines, voire de milliers d'euros. Donc ils se ruinent dans des jeux de hasard, comme si, alors c'est ce qui était décrit dans les rapports ukrainiens, donc je vous le dis parce que ça m'a marqué. En fait, dans ces rapports ukrainiens, ils disent que c'est comme comme un défoulement, c'est-à-dire comme ils se sentent n'avoir plus rien à perdre, bah, ils jouent le tout pour le tout dans des jeux comme cela. Alors il y a beaucoup d'oligarques, et c'est là que ça a fait scandale en Ukraine, c'est qu'il y a des oligarques ukrainiens, du gouvernement ukrainien, qui ont créé ce genre d'entreprise de paris et sont devenus richissimes en quelques mois, juste avec ces nouvelles entreprises de paris. Donc là, apparemment, Zelensky va prendre les choses en main et interdire ces jeux, ces applications de jeux sur smartphone. Voilà, c'est ce que moi j'ai lu. Alors ce que j'ai lu dans les rapports ukrainiens, ça n'a rien de caché, hein. Vous pouvez lire dans The Kyiv Independent, mais par contre vous pouvez pas lire dans Ukrainska Pravda. Mais j'ai vu un rapport qui était repris par The Kyiv Independent. Évidemment, c'est totalement libre, hein. Et The Kyiv Independent, vous pouvez lire en français, hein. Il y a une icône, c'est anglais, français, russe. Donc, vous pouvez lire en français. Bref, je reviens à l'article. De nos jours, les recrues potentielles éligibles évitent le recrutement et passent leur après-midi dans les boîtes de nuit. Beaucoup ont complètement quitté le pays.
Comme je l'ai découvert lors d'un reportage sur l'Ukraine le mois dernier, l'image qui ressort de dizaines d'entretiens avec des dirigeants politiques, des officiers militaires et des citoyens ordinaires est celle d'un pays qui glisse vers le désastre. Même si le président Volodymyr Zelensky déclare que l'Ukraine essaie de trouver un moyen de ne pas battre en retraite, les officiers militaires reconnaissent en privé que de nouvelles pertes sont inévitables cet été. La seule question est de savoir à quel point ils seront mauvais. Vladimir Poutine n'a sans doute jamais été aussi proche de son objectif, c'est-à-dire la victoire, bien entendu. Bon, je pense que vous avez compris le tableau. Voilà, cette image représente bien l'état de l'Ukraine. Donc un désastre à venir, l'Ukraine se dirige vers la défaite. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Je pense que vous avez compris comment cela va, bien entendu, inéluctablement se finir. Et comme je vous l'annonce, tel un prophète de mauvais augure, depuis déjà près d'1 an et demi. Et on va passer à une allocution du porte-parole russe à l'ONU qui en dit très long sur la situation, mais qui me semble très vrai. Vous allez voir cela. And convene summits in support of the Kyiv regime only cause bewilderment very soon. The only topic for any international meetings on Ukraine will be the unconditional surrender of the Kyiv regime. I advise all of you to prepare for this in advance. Thank you. Là, nous allons voir un article de Politico qui nous dit « Poutine bombarde l'Ukraine dans l'obscurité et laisse l'Europe à court d'électricité. L'Union européenne dépend de Kiev pour son énergie. La Russie attaque donc les sites de stockage critiques qui détiennent le gaz européen. » Donc, les ruines bombardées de la centrale thermique de Tripiliska, le principal producteur d'électricité pour des millions de personnes, sont le symbole d'un changement dévastateur en cours en Ukraine. Ces dernières semaines, la Russie a commencé à infliger des dommages bien plus permanents au système énergétique ukrainien, non seulement en supprimant des centrales électriques, mais aussi en s'attaquant aux vastes installations souterraines de stockage de gaz sur lesquelles l'Union européenne s'est appuyée l'hiver dernier pour éviter ses propres pénuries d'énergie. C'est un changement par rapport aux 2 dernières années, lorsque Moscou et son armée d'invasion ciblaient principalement les transformateurs d'énergie ukrainiens, les composants qui acheminent l'électricité d'un circuit à un autre. De telles attaques étaient dommageables, mais les pièces pouvaient être rapidement réparées ou remplacées. Alors pourquoi je vous montre cet article particulièrement? C'est parce que là, il y a beaucoup à dire. Parce que, comme je vous le dis depuis des mois, je vous avais dit, et mot pour mot, je vous ai dit mot pour mot que les Russes n'attaquaient que les transformateurs d'énergie, les transformateurs des centrales électriques et les lignes haute tension. Et comme vous le savez, ça pouvait être facilement remplacé. C'est pour ça que les Ukrainiens manquaient d'électricité, mais ce n'était pas si grave que cela, parce qu'ils réparaient très rapidement. Alors vous allez me dire, ils réparaient en un temps record. Alors comment se fait-il qu'ils réparaient en un temps record? Et là je vous explique. C'est avec l'aide de l'Union européenne. Parce qu'évidemment, les Ukrainiens tout seuls, avec leurs petites mains, ils n'auraient pas pu faire ça. C'est tout simplement, c'est parce qu'il y a énormément d'ingénieurs et de techniciens de l'Union européenne qui sont envoyés là-bas et qui aident les Ukrainiens. Donc ils apportent leur savoir-faire. Et inutile de vous dire qu'il y avait beaucoup de Français, mais aussi en premier, c'était surtout des Français, mais il y avait aussi des Allemands et des Danois spécialisés là-dedans. Donc voilà pourquoi les Ukrainiens réparaient si rapidement. Et pourquoi ils réparaient aussi rapidement? C'est que non seulement il y avait l'aide de l'Union européenne par de la ressource humaine, mais ils venaient avec des camions entiers de pièces permettant de réparer rapidement, en urgence, évidemment, cela. Parce que souvent, les Ukrainiens, au début, prenaient dans leur stock, mais après, leur stock était vide. Alors, comment ça se passait? C'est que l'Union européenne a demandé à tous ceux qui avaient des pièces
type soviétique, c'est-à-dire Slovaquie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Moldavie, et je vous en passe, et des meilleurs. Bref, ils ont demandé de racler leur fond de tiroir pour donner toutes les pièces de rechange donc à l'Ukraine. Bien entendu, plus les pièces européennes, puisque de toute manière, au bout d'un moment, cela a manqué pour l'Ukraine. Parce que les Russes n'hésitaient pas à détruire plusieurs fois au même endroit, c'est-à-dire ils réparaient, les Ukrainiens, et les Russes détruisaient derrière. Donc, bon, bah, évidemment, tout ça, c'était pour faire comprendre aux Ukrainiens, bon, ben, essayer d'arrêter la guerre, capituler. Bon, au bout d'un moment, il faut passer à la vitesse supérieure, et c'est comme ça que les Russes l'ont vu. Bon, les Russes n'ont jamais bombardé les 4 centrales nucléaires de l'Ukraine, pour des raisons évidentes, ce qui prouve encore une fois que c'est bien les Ukrainiens qui bombardent la centrale de Zaporojye, qui est devenue russe, je vous le rappelle, puisque l'oblast de Zaporojye, pour les Russes, eh bien c'est du territoire russe. Voilà, donc c'est à eux, cette centrale, maintenant. Donc évidemment, ils ne vont pas bombarder leur propre centrale. Surtout qu'il y a leurs ingénieurs qui sont dedans. Il y a aussi des centaines d'Ukrainiens, d'ailleurs, au passage, et quelques agents de l'AIEA qui sont en permanence dans la centrale de Zaporojye. Donc voilà, donc là je vous fais une longue explication sur le côté énergétique, chose que je n'ai jamais faite auparavant, donc là je le fais exceptionnellement, parce que c'est très important, dans le sens que les Russes maintenant n'hésitent pas à détruire complètement la centrale thermique. Alors pourquoi ils ne le faisaient-ils pas avant? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait dès le début de la guerre, comme ils auraient pu le faire très très facilement? Ben, encore une fois, c'était pour épargner le pays au maximum, et dans l'éventualité de l'avancée des Russes, c'est-à-dire de prendre des oblasts supplémentaires au cas où, donc ils auraient une centrale thermique qu'ils n'auraient pas à réparer. Voilà, tout simplement. Donc voilà pourquoi maintenant, comme là on atteint un statut vraiment de guerre, là les Russes maintenant ne prennent plus de gants et maintenant détruisent complètement. Donc évidemment, pour les Ukrainiens, inutile de vous dire que c'est la fin. Donc là on va juste lire ça et on va arrêter côté électricité. Nos centrales thermiques ont été attaquées 48 fois au cours des 6 derniers mois. Mais sans aucun doute, les attaques russes de ces dernières semaines ont été les pires depuis l'invasion à grande échelle 2022, a déclaré Maxime Timchenko, PDG de la société ukrainienne, a déclaré à Politico, la plus grande entreprise énergétique privée d'ETEC. L'entreprise, a-t-il déclaré, a perdu près de 80% de sa capacité de production. Voilà, les résultats sont affligeants et pas seulement pour l'Ukraine. Les autorités s'inquiètent de la façon dont ils passeront l'hiver avec les lumières et le chauffage allumé. Les défenses aériennes de l'Ukraine sont faibles, disent-ils, ce qui rend de plus en plus difficile la parade aux missiles qui pleuvent sur les infrastructures énergétiques. Il n'existe pas non plus beaucoup de pièces de réparation faciles d'accès pour les centrales thermiques dégradées. Ça, c'est ce que je vous disais. Ça fait 2 ans qu'ils réparent. Maintenant, ça y est, ils n'ont plus rien. Ils ont gratté les fonds de tiroir de l'Union européenne. Mais évidemment, même là, on commence à plus rien y avoir non plus. Voilà. Et cela conclut le côté énergétique. Donc là, maintenant, on va parler des mutineries en Ukraine qui se généralisent, ainsi que de la désobéissance militaire. C'est-à-dire, ce n'est pas une mutinerie, mais on refuse d'obéir aux ordres venant d'en haut, même de Syrskyi, parce qu'on trouve que ces ordres n'ont pas de sens. Alors, c'était déjà le cas de manière criante, ce problème quand on parlait de Bakhmout et d'Avdiivka, parce que suite à ce qui s'était passé à Mariupol, les soldats ont compris que c'était stupide et que ça n'avait aucun sens. Donc à Bakhmout, le problème commençait à venir, parce qu'il y en a beaucoup de soldats ukrainiens qui se rendaient sur Bakhmout, qui s'appelle maintenant
Artyomovsk, donc la ville a repris le nom russe. Et donc là sur Avdiivka, c'était devenu criant, puisqu'il y a des centaines de soldats ukrainiens qui se rendaient déjà, et d'autres milliers qui avaient fui carrément. Donc le problème devenait criant. Là maintenant il devient carrément majeur, et on va le voir ensemble. Donc là on va lire un article de Euronews mondial qui date du 20 avril. Et là, que lit-on? Ils n'obéissent pas. Syrski a des problèmes à cause de Zaloujny. Bon, ça c'est pas très courageux, hein. Syrski qui met la faute sur Zaloujny en disant que Zaloujny avait été tellement mauvais que maintenant lui il est obligé de nettoyer les erreurs de Zaloujny. Bon, je rappelle que Syrski, son pseudo dans l'armée ukrainienne, c'est le boucher, hein, étant donné ce qu'il a fait à Bakhmout, parce que c'est lui qui s'occupait de Bakhmout. Parce qu'avant d'être chef d'état-major de l'armée ukrainienne, il était le chef de toutes les unités terrestres ukrainiennes, hein. Donc voilà, je tiens à préciser ça comme ça. Donc certaines unités de l'AFU, alors l'AFU c'est l'armée ukrainienne, hein, auparavant proche du général Valery Zaloujny, refusent désormais de suivre les ordres du commandant en chef Oleksandr Syrski, a déclaré l'analyste britannique Alexander Mercouris sur sa chaîne YouTube. Alexander Mercouris, c'est ma source depuis 2 ans. Voilà, je suis content qu'il apparaisse officiellement, il est enfin reconnu sur la scène européenne tout du moins. Donc ce qui prouve qu'Alexander Mercouris, dont je vous parle depuis presque 2 ans maintenant, il a pris du galon, hein, il est devenu source sérieuse. Pour que ça soit repris par Euronews, c'est qu'il est sérieux. Bref, donc que dit-il? Il semble y avoir une crise entre le général Syrski et certaines unités du système militaire ukrainien. Il semble qu'il s'agisse des unités les plus idéologiques, auparavant proches du général Zaloujny. Ces unités ne veulent pas obéir aux ordres de Syrski. Alors bon, Alexander, là il reste très vague dans ses assertions. Il a raison, hein, bien sûr, il reste très vague. Donc moi je vais vous préciser, puisque moi je lis les rapports sur le terrain aussi bien du côté ukrainien que russe. Bon, certes, surtout russe. Et que nous dit les rapports ukrainiens? Le général Syrski, comme je viens de vous le dire à l'instant, est considéré comme le boucher. Il s'est fait sa réputation sur Bakhmout, comme je viens de le dire aussi. Et donc, lui, la politique du général Syrski, c'est celle de Zelensky. Voilà, parce que Zaloujny, lui, il était contre la politique de Zelensky. Zelensky, sa politique, c'était chaque mètre carré, tu me le gardes, et je ne veux pas entendre parler de retraite. Donc voilà la réputation du général Syrski, alors que Zaloujny, lui, à 3 reprises dans The Economist, lors de la grande bataille de Bakhmout, il n'arrêtait pas de dire à Zelensky, il faut faire une retraite. C'est pour ça que Zaloujny a été mis dans un placard pendant 9 mois. Voilà, on n'entendait plus parler de lui, on se demandait même s'il était encore vivant, parce que il a été mis au placard suite à la destruction du quartier général de l'armée à Kiev, donc où Boudanov avait disparu et Zaloujny avait disparu. Pendant un moment, Boudanov était réapparu au bout de quelques semaines, et Valery Zaloujny, lui, il est réapparu que 9 mois après, hein. Donc voilà. Donc maintenant, que lit-on plus exactement? Selon l'expert, le commandant en chef de l'AFU, c'est-à-dire Syrski, est confronté à l'insubordination de plusieurs unités. Ainsi, récemment, des informations ont été publiées sur la dissolution de la 67e brigade, comme le suggère Mercouris, en raison de son insubordination régulière. Nous avons également vu qu'il y avait une chose similaire du côté de la 3e brigade composée du bataillon Azov. Ils ont refusé de suivre l'ordre de contre-attaquer près d'Avdiivka lorsque Syrski les y a envoyés. Ils ont refusé de se redéployer à Chassiv Yar. Ils agissent de plus en plus comme une force distincte
et des informations étaient rapportées ce matin, selon lesquelles Sielski aurait également décidé de dissoudre la 3e brigade d'assaut et que cela sera annoncé bientôt, a-t-il résumé. Alors évidemment, là vous voyez que ça se propage de manière très rapide et bien sûr ça va se généraliser. Avec le désespoir qui va arriver au sein de l'armée ukrainienne, cela va se généraliser. Donc mutinerie, désertion, des prisonniers parce que il y aura beaucoup de gens, de soldats qui vont se rendre, etc. Évidemment, l'épidémie va devenir de plus en plus grande. Le commandement militaire ukrainien a commencé les inspections concernant la 60e brigade mécanisée distincte de l'AFU après la perte de certaines positions en direction de Chassiv Yar en République de Donetsk, a rapporté dimanche la Pravda ukrainienne. Selon la publication, les dirigeants militaires à différents niveaux se demandaient pourquoi une unité aussi motivée s'affaissait dans cette direction. Selon le journal, l'une des raisons découvertes par l'inspection s'est avérée être des problèmes au sein même de la brigade. Le département sépara des soldats du secteur droit, donc c'est private sector, dont je vous ai parlé à maintes reprises, ceux qui avaient récemment été transférés. Donc en gros, on a mis des gens du secteur droit dans le bataillon Azov. Ils étaient qualifiés de pixelisés et étaient clairement moins bien traités. Ils furent les premiers à être envoyés au combat et par conséquent, ils perdirent leur position par manque d'expérience. Alors, je tiens à vous préciser, j'en terminerai là, que Private Sector, bataillon Azov, Stepan Bandera, la faction Stepan Bandera, sont tous des néo-nazis, ils ont tous exactement la même idéologie, sauf que ces groupes-là sont très forts pour des actes terroristes, c'est leur spécialisation, les actes terroristes, ou comme brigade de représailles, c'est-à-dire tuer les déserteurs et les prisonniers, ça c'est leur grande spécialité. Par contre, faire la guerre, voilà. Alors à chaque fois, les Ukrainiens nous disaient que c'était les membres d'élite de l'armée ukrainienne. Alors en fait, dans la réalité, ils disent membres d'élite parce que c'était les plus motivés. C'était eux, ils veulent tuer des Russes. C'est ça leur motivation. Alors c'est pour ça il est nommé brigade d'élite parce que c'était les plus motivés. Ce n'étaient pas forcément les plus compétents, mais c'était les plus motivés. Et donc ce sont des groupes en réalité très forts dans le terrorisme pour assassiner des gens, faire peur aux gens, menacer, mais en aucun cas ce sont des super soldats. Voilà. Et en plus là on le voit quand ça commence à sentir le roussi. Évidemment, ils ne s'y brûlent pas les ailes. D'un autre côté, là, ils ont raison, parce que aller à Chassiv Yar, là, pour ce coup-là, ou même dans Avdiivka, c'était du suicide de toute manière. Donc là, je ne peux pas les blâmer là-dessus. En tous les cas, conclusion, on a quand même, de manière généralisée, un problème de désobéissance, de désertion, de mutinerie et de gens qui se rendent. Là, dans le journal américain du 10 avril, Intel Drop, on a une frénésie de désobéissance. Les militants d'Azov refusent de défendre Chassiv Yar. Alors, on va pas tout lire parce que c'est du même acabit de ce qu'on a déjà lu. Donc voilà, donc la prise de contrôle de la ville de Donetsk semblait être une question de temps pour les troupes russes qui se sont récemment rapprochées de la périphérie. Une brigade d'assaut du bataillon Azov a de nouveau refusé d'obéir aux ordres du commandant ukrainien, a rapporté la chaîne d'information russe Telegram. Selon la chaîne, la brigade Azov a contourné une instruction du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Sielski, de les envoyer à Chassiv Yar pour tenter de tenir la ville face à l'offensive russe. L'ordre a été saboté parce que les commandants de brigade considéraient Chassiv Yar comme perdu pour l'armée ukrainienne, alors que des informations faisaient état d'une entrée des forces russes dans la banlieue. Bon, là par contre, je vais être très court. Là, vous avez compris. Donc là, c'était pour vous montrer deux sources différentes.
une source d'Euronews, donc européenne, et une source américaine avec des Intel Drop. Donc inutile d'aller plus loin sur le problème de désobéissance. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo d'un média américain, d'un média africain qui s'appelle Eben Media, et on en terminera avec ça. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur le front, où une situation dramatique se déroule sous nos yeux. Des soldats ukrainiens se rendent en masse à l'armée russe, accusant leur propre commandement de les traiter comme du bétail. La semaine dernière, le ministère russe de la Défense a publié des images montrant 9 soldats de la 25e brigade aéroportée ukrainienne se rendant collectivement aux forces russes près du village de Vodianois, dans la République populaire de Donetsk. Dans des interviews réalisées après leur capture, ces soldats ont décrit une situation difficile sur le front, dénonçant une planification opérationnelle médiocre, des commandants mal formés, de lourdes pertes en personnel et en équipement, ainsi que la panique généralisée parmi les unités. Ils ont également accusé leur commandement de les utiliser comme chair à canon. Les commandants nous abandonnent à notre sort, alors qu'ils se tiennent à l'écart, a déclaré Valérie, l'un des soldats capturés. Lorsque nous étions capturés, nos propres forces ont commencé à nous bombarder, montrant ainsi que nous ne sommes plus nécessaires. J'ai été capturé et grâce à cela, je suis en vie et ne serai pas exécuté. La situation dans l'armée ukrainienne est pire que dans la captivité russe, a-t-il ajouté. Un autre soldat capturé a déclaré « Le commandement de la 25e brigade nous traite comme du bétail. Mieux vaut se rendre que mourir de manière aussi ignoble, pour qui sait quelle raison. » Ces témoignages poignants mettent en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les troupes ukrainiennes sur le front. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, a confirmé la situation désespérée sur le front dans un ordre publié le 4 avril et divulgué aux médias russes samedi dernier. Cet ordre énumère les problèmes qui nécessitent une attention immédiate des forces de l'ordre, notamment l'insubordination, le refus de se conformer aux ordres, les menaces ou violences envers les supérieurs, l'abandon non autorisé de position, la désertion, l'évasion du service militaire par automutilation et le refus d'utiliser des armes. Alors là, on va regarder un article édifiant de The Independent, donc le grand journal américain du 17 avril, qui nous dit le bilan des soldats russes tués dans la guerre du hachoir à viande de Poutine avec l'Ukraine s'élève à 50 000. Alors heureusement qu'ils ont ajouté avant hachoir à viande de Poutine pour ensuite balancer le chiffre de 50 000. Donc c'est la montagne qui accouche d'une souris. Donc fallait qu'ils donnent quelque chose de fort avant pour à contre-cœur lancer le vrai chiffre du nombre de morts russes. Bon, je pense qu'il est un peu sous-estimé, puisque moi, mon opinion personnelle, d'après mes calculs, on tomberait plutôt à 55 000. Mais bon, voilà, l'ordre de grandeur. Et vous avez vu maintenant qu'un grand média américain reprend les chiffres officiels de Mediazona BBC. Tiens. Ce que je vous dis depuis environ un an, presque un an et demi, que je vous donne les chiffres, il n'y a que maintenant que les grands journaux occidentaux les reprennent de manière sérieuse. C'est-à-dire, là, on ne tourne plus autour du pot, on ne dit pas oui, mais selon ci, selon ça. Non, là, on est très clair, on ne tourne plus autour du pot. Plus de 50 000 soldats russes ont été tués en Ukraine depuis que le Kremlin envahit son voisin il y a plus de 2 ans, selon une analyse. Le nombre de morts était de près de 25% plus élevé l'an dernier qu'au cours des 12 premiers mois de la guerre, selon la BBC. La chaîne a utilisé des tombes, des informations de sources ouvertes provenant de rapports officiels, de journaux et de réseaux sociaux pour confirmer les décès. Voilà ce que je vous dis depuis un an et demi, ou presque un an et demi, on va dire 12 ou 13 mois à peu près. Eh bien voilà, c'est enfin confirmé de manière très claire. Donc là, on ne dit plus « Ah mais oui, il y a 500 000 morts ukrainiens peut-être, mais dans ces cas-là, il y aurait 500 000 morts russes ou 31 000 morts ukrainiens ». Et 350 000 morts russes, on a tout entendu. On a tout entendu, c'est du plus haut ridicule. Là, je suis très content qu'enfin, on donne les chiffres que je vous donne à vous, mes chers abonnés ou nouveaux auditeurs.
Enfin, c'est repris de manière officielle. Donc là, on tombe à un chiffre extrêmement bas, pour ainsi dire ridicule, au vu de la guerre qui a eu lieu depuis plus de 2 ans. Et on est très loin de ce que disaient les Ukrainiens, parce que si on va sur le site, par exemple, de Ukrainska Pravda, on arrive quasiment à 500 000 morts côté russe, d'après Ukrainska Pravda, et c'est bien affiché. Hein. Donc, et en fait, c'est 10 fois moins. Et oui, et oui. Par contre, c'est en rapport avec les 500 000 morts, maintenant les beaucoup plus de 500 000 morts ukrainiens. Bah, si on voulait faire une analogie, bah, ça correspond au nombre d'obus tirés tous les jours. Tous les analystes maintenant sont d'accord, hein, y compris les analystes occidentaux, pour dire que les Russes tirent 10 fois plus d'obus que les Ukrainiens, donc 10 obus tirés pour un obus ukrainien. Eh bien, grosso modo, on tombe à peu près dans la logique d'ailleurs, avec 50 000 morts russes et 500 000 morts ukrainiens. Voilà, bah, c'est dans la logique, puisque qu'est-ce qui fait la plupart des morts sur le terrain? Bah, ce sont les obus. C'est ça qui fait le plus de morts. Alors maintenant, avec les bombes planantes russes, bah, bon, là, il y a un décalage très asymétrique, où là, les Ukrainiens ont de plus en plus de morts, et les Russes de moins en moins de morts. Je vous ai montré les statistiques de cela 2 ou 3 semaines de BBC Mediazona, où déjà en février, il n'y avait quasiment plus de morts côté russe. Quasiment plus. D'après les statistiques que je vous ai montrées hein, de la BBC Mediazona. Donc on tombait quasiment à zéro. Presque à zéro. Quelques dizaines, on va dire. Voilà. Donc c'est pour vous dire que là maintenant, bah, c'est bien que la vérité quand même émerge. C'est comme le manque de système antiaérien, le manque de missiles. Eh bien, voilà, la vérité commence à éclater. La vérité, de toute manière, éclate toujours un jour ou l'autre. Bon, là, très vite, un article de Ukrainska Pravda du 16 avril qui vous dit « Les audits du ministère ukrainien de la Défense révèlent des violations dépassant 251,3 millions de dollars. » Voilà, et ces violations ont été révélées à la suite des résultats d'un audit interne mené par le ministère ukrainien de la Défense. Vous vous rendez compte? C'est au moins le 3e article que je vous montre depuis 1 an et demi concernant des affaires de corruption majeures au sein du ministère de la Défense. Et j'insiste, du ministère de la Défense, c'est-à-dire là où l'Ukraine en a le plus besoin. Donc ça s'ajoute au fameux reportage de CBS qui disait qu'environ 70% des armes données par les États-Unis étaient détournées par le gouvernement ukrainien, les oligarques, les seigneurs de guerre ukrainiens, la mafia ukrainienne. Eh bien voilà, bah, c'est une énième affaire qui s'ajoute concernant la corruption de l'Ukraine et je le répète, du ministère de la Défense. Donc ça ne s'arrête jamais. Donc comme le gouvernement ukrainien est tellement pourri jusqu'à la moelle, c'est un handicap majeur pour l'Ukraine, déjà à la base, ne serait-ce que pour résister à la Russie, en aucun cas pour gagner la guerre, mais tout du moins pour résister à la Russie. Donc c'est un puits sans fond, et les États-Unis et l'Union européenne n'arrêtent pas de donner de l'argent et des armes à un gouvernement ultra corrompu. Le seul qui peut égaler l'Ukraine, voire même le dépasser, c'est éventuellement l'Albanie. Voilà, là, l'Albanie, ils sont hors concours. Hein. Voilà, c'est comme la Birmanie. Bon, voilà, ça, c'est des pays hors concours. Mais bon, bref, l'Ukraine, voilà, et l'Ukraine qui veut entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Mais c'est à se rouler par terre de rire, tellement c'est ridicule. Comment voulez-vous faire confiance à un gouvernement qui est si corrompu? Inutile de tergiverser et de palabrer plus en avant sur ce sujet, j'en ai parlé tellement de fois qu'on peut passer à l'article suivant. Là, toujours Ukrainska Pravda, le gouvernement ukrainien fournira $1 800 US de paiements supplémentaires
au personnel militaire en ligne de contact, toujours au 16 avril. Alors pourquoi le gouvernement ukrainien fait ça alors que déjà le gouvernement ukrainien n'a pas d'argent, ne serait-ce que pour faire fonctionner son État, juste le fonctionnement de survie de l'État. Ils n'ont pas d'argent, mais ils vont quand même fournir 1800 $ de paiement supplémentaire aux soldats qui se battent sur la ligne de front. Pourquoi? Tout simplement, comme ce que je vous avais dit avant, mutinerie, désertion, soldats qui se rendent, désobéissance militaire carrément, et morale tellement bas qu'ils ne veulent plus se battre, comme je vous le prédisais depuis des mois dans les points sur l'Ukraine. C'est une évidence. Donc là, ils essayent de toucher au porte-monnaie pour leur donner un semblant de motivation. Donc là, c'est plus pour la patrie qu'ils se battent, mais pour avoir des sous supplémentaires. Ah ouais, là maintenant, là, faut donner de l'argent, sinon ils s'en vont, hein, carrément. Voilà où on en est. Hein. Voilà où on en est. Donc l'Ukraine fait feu de tout bois. Qui paye les 1800 $ supplémentaires? C'est avec nos impôts. Hein. C'est nous, les contribuables européens et américains, qui payons ces 1800 $ supplémentaires, entre autres choses. Vous voyez où on en est. Hein. Allez, dernier article et on finit sur l'économie. De la BBC, donc il y a 4 jours, donc au 16 avril, la Russie connaîtra une croissance plus rapide que toutes les économies avancées, selon le FMI. Voilà, bon ça c'est ce que je vous avais dit déjà dans la vidéo précédemment. Un organisme international influent prévoit que l'économie russe connaîtra cette année une croissance plus rapide que celle de toutes les économies avancées du monde, y compris les États-Unis. Le Fonds monétaire international s'attend à ce que la Russie connaisse une croissance de 3,2% cette année, bien plus que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Les exportations de pétrole sont restées stables et les dépenses publiques sont restées élevées, contribuant ainsi à la croissance, a déclaré le FMI. Dans l'ensemble, il estime que l'économie mondiale a été remarquablement résiliente. Malgré de nombreuses prédictions sombres, le monde a évité une récession, le système bancaire s'est montré largement résilient et les principales économies émergentes n'ont pas subi d'arrêt brutal, a déclaré le FMI. Donc tout va très bien pour la Russie, comme je vous l'annonce dans la partie économique des points sur l'Ukraine régulièrement depuis plusieurs mois. Donc encore une fois, je le répète, tout se passe très bien pour la Russie et tout va de plus en plus mal pour l'Ukraine qui va très très bientôt perdre la guerre, et cette fois, elle ne va pas perdre la guerre de manière honorable et sans trop de bobos, mais elle va perdre la guerre de manière complètement destructrice, c'est-à-dire elle va être totalement écrasée, l'Ukraine, je dis bien totalement écrasée, avec une économie proche de zéro, et dont l'État ne pourra subsister que par les aides de l'Union européenne et des États-Unis. Maintenant, nous allons passer à la conclusion. Alors, que peut-on dire en conclusion? Eh bien déjà que la défaite, ça y est annoncée partout. Et la victoire russe est inéluctable. Les grands médias et même les États maintenant le reconnaissent. Alors le mur de réalité a été franchi, j'ai envie de vous dire. Ça y est, ils se le sont pris en plein dans la figure. Maintenant, on sent qu'ils veulent aller au-delà. Alors, qu'y aura-t-il au-delà? Alors, vous avez noté qu'aucun État et aucun grand média n'en parle. Eh bien, au-delà de la victoire russe et de la défaite de l'Ukraine, eh bien, c'est encore la continuation de la guerre. Eh oui, il faut toujours donner de l'argent et de l'armement à l'Ukraine de manière sans fin. Sans fin. Et comme le dit Jens Stoltenberg, la raison en cela, c'est pour protéger les Européens eux-mêmes, pas l'Ukraine. Non, non, c'est pour protéger les Européens. Et ouais, il faut armer l'Ukraine pour protéger le reste de l'Europe. Parce que c'est une certitude pour les Occidentaux, après la victoire russe, les Russes voudront envahir l'Europe, bien évidemment. Et en plus, eux lancent ça comme une certitude. Jens Stoltenberg tout du moins, Macron et Scholz.
mais bien d'autres, hein, les Polonais, les Lituaniens, les Tchèques, et je vous en passe, et d'autres. Hein. Donc là, c'est une certitude. C'est, ah bah, alors des fois, quand on a de la chance, il y a des médias qui disent qu'il y a de grandes chances que la Russie envahisse l'Europe après cela, et il y en a d'autres qui disent c'est une certitude, comme Stoltenberg par exemple. Donc la défaite est là, elle est acceptée, et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont prévu quand la victoire russe sera évidente devant tous et que l'Ukraine sera complètement écrasée? Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils prévoient? Bah, continuer la guerre. Continuer à armer l'Ukraine. Continuer à financer l'Ukraine. Coûte que coûte, jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et cette politique jusqu'au boutiste, qui confine à la religion, mais de manière obsessionnelle, c'est-à-dire, on atteint un niveau de fanatisme rarement vu dans l'histoire quand même, hein. Rarement vu dans l'histoire. Et tout ça poussé par les Américains, parce que ce sont eux les marionnettistes qui commandent à l'Europe de faire cela, puisque vu que eux-mêmes se sont dépouillés et eux-mêmes ont vu leur budget arrêté par les républicains au Congrès. Alors on va en reparler de ce sujet-là, bien entendu, mais en tous les cas, pendant 6 mois, ça a été arrêté. Et donc, la défense de l'Ukraine a été dévolue à l'Union européenne. C'est eux qui devaient prendre le relais. Voilà. Et coûte que coûte, on leur a donné des ordres. Et c'est coûte que coûte. On a vu évidemment l'excès zèle de Macron, bien évidemment, homme de l'État profond s'il en est, ainsi que de David Cameron, donc le ministère des Affaires étrangères anglais, mais de Rishi Sunak aussi, etc. Je ne vais pas tous les nommer. Hein. Mais bon, vous avez compris, l'Occident, comme un seul homme, s'est levé pour la défense de l'Ukraine. Personne ne parle de la paix. Non, la paix, on n'en parle surtout pas de la paix. De la diplomatie c'est devenu lettre morte. La diplomatie n'existe plus. Les armes parlent maintenant, c'est les armes qui parlent. Exactement comme avec Israël ou l'Iran. C'est la loi du plus fort. L'ONU n'a absolument plus aucune influence. C'est terminé. Donc bref, la paix, on l'oublie, et la guerre doit être prépondérante. La guerre, c'est ça qui doit faire la loi dans le monde. Et ça va être comme ça pour le conflit israélo-palestinien, ça va être comme ça pour Taïwan, c'est très certainement, je le suppose tout du moins, partout ce sera comme ça. Vous avez noté maintenant, c'est la loi du plus fort. Hein. L'honneur, la dignité, la civilisation, les lois de l'ONU, tout ça terminé. On s'est oublié. Maintenant, c'est la loi du plus fort. Et il n'y a qu'une seule loi maintenant dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il faut s'armer, et surtout, l'ennemi à abattre, c'est la Russie. Donc l'Occident a donné l'ordre à son peuple d'être russophobe. Donc il faut détester la Russie, et ça, ce sera entré dans nos têtes avec une propagande de plus en plus massive et de plus en plus obligatoire, car toute personne qui aura des velléités de dire qu'il faut parler avec la Russie, qu'il faut utiliser la diplomatie, qu'il faut savoir raison garder, etc., sera immédiatement vu, et c'est déjà le cas déjà maintenant, comme un russophone. Donc quelqu'un qui est russophone devient immédiatement ennemi de l'État, ennemi de l'Occident même, et doit donc être mis de côté. On en est là maintenant. Donc après, ceux qui disent, on va parler de la France, mais c'est pareil dans les autres pays européens, tous ceux qui disent que nous ne vivons pas dans une dictature, on est dans une démocratie, la liberté d'expression est là, on est dans un pays où on peut débattre. Non. En Occident, on ne peut plus débattre. Voilà. Peut-être dans de rares pays qui existent, comme la Hongrie ou la Serbie, mais on ne peut plus débattre. Tous ceux qui disent, par exemple en France,
Ah, moi je suis russophone, pour moi le coupable c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis qui ont été l'agresseur en Ukraine. Non, c'est impensable dans les médias français par exemple, mais dans les médias occidentaux aussi, c'est impensable. Et le fait que ça soit impensable, déjà marque la signature d'une dictature. Et oui, il n'y a pas de débat en réalité. Vous voyez, vous, dans les grands médias, un grand personnage qui dit ah, les États-Unis ont du sang sur les mains et la Russie n'a fait que se défendre. Vous entendez, vous, ce genre de choses? Non, ça n'existe carrément pas. Je dis bien carrément pas. Pas une seule voix dans toute l'Europe et dans toute l'Amérique du Nord. Je parle dans les grands médias, hein. Car c'est interdit. Donc, on vit bien dans une dictature. Quant à notre opinion, est-ce qu'on nous demande par référendum si on préfère donner de l'argent à l'Ukraine et de l'armement à l'Ukraine plutôt que donner de l'argent à nos hôpitaux, notre justice, à nos pauvres, à notre sécurité sociale, à nos retraités, etc. On nous demande notre avis? On nous demande notre avis sur le fait que, enfin, en fait, les Français voudraient garder les armes pour la défense de la France et du territoire français, et non pas de l'Ukraine, dont on se fout en réalité complètement. Donc l'Ukraine, on n'a strictement aucun intérêt en Ukraine. Et personne n'a d'intérêt en Ukraine, à part la famille Biden, Joe Biden et Hunter Biden. Eux ont des intérêts en Ukraine. Et de grands oligarques américains et le complexe militaire-industriel ont des intérêts en Ukraine. Mais à part eux, nous, non. Nous, non. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que nous ne vivons pas réellement dans une démocratie. La démocratie dont on parle en Europe, elle est factice. Ce n'est qu'un paravent. Derrière, c'est une véritable dictature dont le chef d'orchestre est l'Union européenne. Union européenne qui est elle-même manipulée par les États-Unis. Donc on l'a vu avec le Covid, c'était déjà criant. Là, avec l'Ukraine, c'est encore plus criant. Je vais vous donner deux autres exemples criants. On a la Finlande, la Suède et la Suisse, qui étaient des États totalement neutres, avec une neutralité même légendaire, qui permettait d'avoir une sorte de bonne entente avec la Russie. Et bien la Finlande et la Suède ont décidé que ça y est, elles entraient dans l'OTAN et qu'elles étaient anti-Russie. Je dis bien anti-Russie. Et la Suisse a aussi perdu sa neutralité récemment. Maintenant, la Suisse embrasse totalement l'OTAN et l'Occident et a décidé d'oublier sa neutralité. Et maintenant, la Suisse a comme ennemi la Russie, alors qu'il y a ne serait-ce qu'un an, la Suisse avait d'excellentes relations avec la Russie. Vous voyez, ces exemples que je vous donne sont absolument édifiants, absolument énormes, et nul ne pourrait les contester, parce que c'est public. Donc vous voyez que l'Union européenne et les États-Unis veulent la guerre à tout prix. Ils ne parlent surtout pas de paix. La paix les ennuie fortement, parce qu'une paix voudrait dire que la Russie a gagné la guerre en Ukraine, et il ne faut pas oublier que l'État profond n'a pas de marche arrière, hein. Donc c'est une fuite en avant que connaît l'Union européenne et les États-Unis. C'est insupportable pour eux que la Russie puisse gagner la guerre, et pourtant c'est le cas. Donc comme c'est le cas, ils font une fuite en avant. Là, c'est comme un chien enragé qui est pris dans un coin et qui ne peut plus fuir. Eh bien, il ne peut que mordre. Et donc là, en état de panique, l'état profond, donc l'Occident qui représente l'état profond en réalité, puisque l'état profond contrôle l'Occident, eh bien, est en mode panique, hein, et tel un chien enragé, maintenant, va mordre et va faire n'importe quoi. Va faire n'importe quoi pour ne pas perdre la face, alors que la face est déjà perdue depuis très très longtemps. Voilà.
Bon, bref, alors là, pardonnez-moi, là j'ai été très très long pour ce côté-là. Bon, et bien sûr, je me devais de vous parler du futur budget qui va être voté au Congrès américain quant à l'aide à l'Ukraine de 61 milliards de dollars, qui en fait n'est pas de 61 milliards de dollars, mais je ne vais pas entrer dans les détails, parce que en réalité, même si le budget était voté, l'Ukraine n'aurait immédiatement que 8 milliards de dollars. Et le reste viendra qu'après, que bien après. Et il y a une grande partie qui irait immédiatement au complexe militaro-industriel américain pour refaire ses stocks et non à l'Ukraine. Alors c'est vendu dans les médias comme budget à l'Ukraine, mais en gros, il y a 20% qui va réellement aller à l'Ukraine. Le reste va aller au complexe militaro-industriel américain, département de la Défense. J'ai vu les détails du budget puisque le papier a fuité quant à ce qui va être réellement donné à qui et à quelle entité. Voilà, ça a bien été marqué et là tout de suite il y aurait qu'une aide de 8 milliards de dollars si le budget était voté qui irait directement à l'Ukraine. Vous voyez, c'est pas ce qu'on vous dit dans les médias, hein. L'Ukraine n'aura pas 61 milliards de dollars. Mais bref, donc tout était entre les mains de Mike Johnson, donc le chef représentant, le chef du Congrès américain, un représentant du Congrès américain, Mike Johnson, donc un républicain, et qui a fait un 180 degrés, soudainement comme ça. Alors, donc aux États-Unis, on en parle beaucoup, donc il est sorti d'une réunion, et dans cette réunion, après cette réunion, il a immédiatement fait cette annonce, comme quoi, bah si au final ça va être mis au vote, on va le diviser de telle ou telle manière pour les Israéliens, pour l'Ukraine, etc., etc. Alors ça a étonné tout le monde parce qu'il avait même envoyé bouler David Cameron. Quand il était arrivé, David Cameron, qui est en réalité voulait voir Mike Johnson. Alors il a vu en premier Donald Trump, mais il devait voir Mike Johnson, et Mike Johnson lui a dit non, je veux même pas te voir. Vous imaginez l'humiliation de l'Angleterre. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et là, alors qu'il voulait même pas recevoir David Cameron, donc camouflet énorme pour l'Angleterre, et bien là, tout d'un coup, ah bah ouais, je vais porter ça au vote. Alors évidemment, beaucoup de journalistes ont enquêté sur Mike Johnson, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et particulièrement par Glenn Greenwald, donc un des plus grands journalistes indépendants américains. Et en gros, il a eu des menaces même de la CIA en réalité, s'il modifiait pas son vote. Paraît-il même que sa famille était menacée. Alors évidemment, ça reste à confirmer. Je ne peux pas dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est exagéré ou etc. Mais ce serait cohérent parce que il a toujours refusé de porter ça au vote. À plusieurs reprises, il a dit non. Il a envoyé bouler David Cameron. Et là, tout d'un coup, ça sort de nulle part. Hop, tout d'un coup, il change d'avis, il va mettre ça au vote. Alors bon, d'après ce que j'ai compris, il y a une telle pression du gouvernement américain. N'oublions pas que le gouvernement démocrate américain contrôle toutes les institutions importantes, c'est-à-dire la CIA, le FBI, la NSA. Ah oui, il ne faut pas l'oublier ça, hein. Donc ils ont un levier absolument énorme, des moyens de pression colossaux pour faire plier les gens, hein. JFK, John Fitzgerald Kennedy, en sait quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc là, retournement de situation, et là maintenant, à mon avis, j'ai l'impression que le budget va être voté. J'ai l'impression que le budget va être voté, donc là, l'Ukraine va être très contente. Alors, et en plus, contre toute attente, c'est-à-dire c'est surprise totale. Ça ne devait pas se passer comme ça. Donc imaginez-vous les pressions du gouvernement américain sur un individu particulièrement. Donc bref,
Donc l'Ukraine va certainement maintenant avoir ses sous, mais sur combien de mois maintenant, nous verrons bien. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que même si le budget de 61 milliards est débloqué, ça ne changerait rien sur le terrain. Ça, tout le monde est d'accord, hein. Là, on parle pour l'avenir. Parce qu'en gros, ce que nous disent des sénateurs américains, par exemple, démocrates, c'est en fait, ils font ça pas pour l'Ukraine, mais pour protéger l'Europe. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à vendre la chose. C'est pour protéger l'Europe. Parce que là, la CIA dit à tout le monde aux États-Unis, aux récalcitrants, aux républicains, pour être clair, que là, si la Russie gagne la guerre, bah, elle va envahir l'Europe, hein. Et là, la CIA a toutes les preuves. Ah ouais, ouais, ils savent ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Ah là, ils savent, ils sont sûrs et certains. Ils vont défiler à Paris, à Berlin. Ça, ils en sont certains. Certains. Donc il y a une propagande énorme qui se fait aux États-Unis pour voter ce budget, évidemment. En gros, c'est l'État profond qui veut absolument ce budget pour enrichir l'État profond, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel, la CIA, la NSA, etc., etc., puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, la majorité de l'argent reviendra au DoD, c'est-à-dire au Department of Defense, donc en gros au complexe militaire-industriel. Et là, ils sont très honnêtes, hein, ils disent c'est pour refaire les stocks, parce que là, ils sont complètement à plat. Donc c'est très honnête. C'est pour l'Ukraine, mais c'est pour les États-Unis en réalité, et c'est comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre-là. Maintenant, pour le côté plus terre-à-terre de la destruction de tout ce qui est production d'électricité en Ukraine, bah, ça continue et ça continuera, bien évidemment. Donc, toute idée de construire un complexe militaire industriel en Ukraine, comme le veulent les Allemands, les Anglais et les Français et les Américains, en réalité, bah, tout ça tombe à l'eau, bien évidemment, c'est complètement stupide. Je vous en ai parlé des dizaines de fois déjà, ça n'a strictement aucun sens, mais il y a quand même eu des investissements qui ont été faits en Ukraine, et oui. Alors des investissements dans le sens pour de futures constructions. Aucune pierre n'a été levée encore en Ukraine pour ce complexe militaire industriel, bien évidemment. Et maintenant, pour le coup, des mutineries, des désertions, du manque de morale côté ukrainien, bah évidemment, tout ça signe la perte de l'Ukraine. C'était des signes avant-coureurs déjà il y a plusieurs mois. Là maintenant, ils sont là, ils sont tangibles, ils sont concrets et ils sont massifs. Et ils vont devenir absolument universels en Ukraine, bien entendu. Tous les jeunes essayent de fuir le pays car ils ne veulent pas courir à une mort certaine. C'est tout à fait légitime et je les comprends, pour ceux qui le peuvent tout du moins. En tous les cas, évidemment, tout ça montre une obstination irréelle, totalement artificielle, due aux États-Unis, puisque aucun pays normalement constitué ne ferait ça. Il y a un pays normal depuis longtemps aurait capitulé depuis très 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 longtemps, mais c'est ainsi. Vous savez qui tire les ficelles, je vous en ai parlé des centaines de fois. Voilà. Alors maintenant, pour finir, je vous parlerai dans la carte militaire, évidemment, de l'attaque en Crimée par 12 missiles attaque MS, de ce qu'il en est vraiment, et non pas la propagande médiatique qui est ridicule, qui reprend tout simplement ce que dit l'armée ukrainienne, et ils la reprennent bêtement, bien évidemment, puisque les médias occidentaux participent au gouvernement ukrainien, hein, puisque le gouvernement ukrainien et les médias occidentaux, j'ai envie de vous dire, c'est la même entité, hein, il faut voir sur certaines chaînes de télé françaises, il y a le drapeau ukrainien, donc c'est la même chose, donc c'est normal qu'on participe à la propagande de l'armée ukrainienne. Et donc je vous parlerai de l'attaque en Crimée et puis aussi du Tu-22 M3, donc ce bombardier stratégique russe qui s'est crashé, et je vous dirai ce qui s'est réellement passé
à ce niveau-là aussi sur la carte militaire. Et j'arrête là pour la conclusion. Donc comme je viens de le dire, passons à la carte militaire. Alors voici la carte militaire et on va immédiatement parler des deux événements qui ont fait beaucoup parler d'eux dans les médias occidentaux. Alors on va commencer par la base de Crimée de Jankoï qui a été l'objet, la cible même de 12 missiles ATACMS. Alors côté ukrainien, on dit que cela a permis de détruire des systèmes S-300 et S-400, donc un gros coup pour les Ukrainiens. Malheureusement, aucune preuve, donc on en est toujours au même point, c'est-à-dire c'est que des annonces orales, et c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre. Alors la seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il y a 12 missiles qui ont ciblé Dzhankoï, ça oui. Alors maintenant, côté russe, ils disent qu'ils en ont arrêté 10 sur les 12. Et que, toujours selon côté russe, cela n'a fait que des dégâts mineurs. Alors, tous les rapports russes sont unanimes, il n'y a que des dégâts mineurs. Même Rybar qui est pro-russe, hein, c'est un télégramme pro-russe, mais qui est toujours très pessimiste. Hein. À chaque fois, c'est un peu catastrophique comme annonce côté Rybar qui est très critique au niveau du ministère de la Défense russe, mais qui est quand même pro-russe. Bah, même lui dit qu'il n'y a que des dégâts mineurs à Dzhankoï. Ce qui serait pas étonnant, je rappelle que la Crimée est l'endroit le plus protégé de toute l'Ukraine. Alors là maintenant on va dire côté russe. Et pourquoi c'est le plus protégé? Parce que la Crimée c'est l'endroit le plus attaqué. C'est vraiment la grande cible de l'Ukraine. Et en plus, sur les missiles venant de là, pourquoi c'est extrêmement protégé ici? Bah, à cause du pont de Kerch, qui était perpétuellement visé par les Ukrainiens. Alors je rappelle vite fait que les Ukrainiens ont laissé tomber le pont de Kerch maintenant, puisque ça n'a... À ma connaissance, hein, évidemment, avec eux, on n'est sûr de rien. Hein. Mais maintenant, ça n'aurait plus aucun intérêt militaire, puisqu'il y a eu des nouvelles voies ferrées qui permettent d'alimenter la Crimée, ainsi que des nouvelles routes. Donc, à ma connaissance, il y a 2 nouvelles voies ferrées, donc 2 nouveaux ponts qui ont été créés, et concernant les voies ferrées, et un nouveau pont, alors des petits, hein, qui passent par les îlots, comme vous pouvez le voir ici, et un concernant le routier. Donc maintenant, c'est par là que l'alimentation militaire se fait, et non plus par le pont de Kerch. Voilà, et ça, c'est officiel ce que je vous dis. Bref, alors sinon, à part ça, il est vrai qu'on a très peu d'autres informations sur cette attaque. C'est vraiment un petit peu le trou noir. D'habitude, on a plus d'informations. Alors maintenant, un dernier mot là-dessus, c'est dommage, on a des photos satellites extrêmement précises des Américains sur plein de choses, dont Gaza, en Iran, etc. Je comprends pas pourquoi les Américains, là, ils nous montrent pas les systèmes antiaériens détruits, si c'était vraiment le cas. Et puis l'A-50 qui devait être détruit ici, un autre A-50 qui devait être détruit là, un autre A-50 qui devait être détruit ici. Voilà, donc on n'a toujours pas d'image satellite de tout ça, bien évidemment, parce que ça n'existe pas. Hein. Il n'y a jamais eu d'A-50 de détruit, bien évidemment. Je vous ai démontré sur de précédentes cartes militaires que c'était strictement impossible. Voilà, et je vous l'ai démontré. Alors, maintenant, on va passer à l'attaque du TU-22M3. Alors, le TU-22M3 s'est crashé près de Izobilny, très exactement. Donc, il s'est crashé ici, dans une sorte de plaine, champ, je ne sais pas exactement. En tout cas, les photos montrent un endroit tout vert, dans des hautes herbes. Et donc dans la région de Stavropol, donc dans l'oblast de Stavropol, c'est un très grand oblast. Et donc un TU-22M3, c'est un avion qui pour la première fois a volé à la fin des années 70.
C'est un très vieil avion, bien sûr, mais qui a été modernisé, bien entendu. Ça ne veut pas dire que celui qui a été abattu date des fins des années 70, attention. À ma connaissance, si je dis pas de bêtises, l'avion date de 1981 ou 1983. Mais je crois que c'est 1983. Donc évidemment, c'est des avions précieux pour les Russes. Alors les Ukrainiens disent qu'ils l'ont touché avec un S-200, un système russe S-200. Voilà, ils l'ont touché. Alors, déjà que je vous avais démontré que le A-50, qui soi-disant avait été détruit par un S-200 ici ou ici, c'était pas possible. Alors imaginez-vous ici, quoi, un S-200. Alors attention, même sur LCI, le général Yakovlev, attention, on parle du général Yakovlev, le fameux général Yakovlev de LCI, eh bien même lui a dit qu'il ne croyait pas qu'un S-200 puisse détruire le Tu-22. Bon, quand même, bah oui, pour un général, c'était le minimum à dire, tellement c'est complètement stupide. Mais bon, la théorie officielle qui est reprise dans les médias, malgré tout, les grands médias occidentaux, c'est que ça a bien été détruit, et de manière certaine. Parce que j'ai vu dans beaucoup de médias occidentaux, il n'y a même pas de mesures beaucoup ne prennent pas de mesures de prudence, à part dans les grands journaux style New York Times ou Washington Post, où là ils disent que les Ukrainiens disent que, voilà. Mais sinon, beaucoup ne prennent pas cette précaution. Alors maintenant, on va mesurer. Alors en imaginant qu'encore une fois, on prenne le dogme absurde comme quoi tous les systèmes antiaériens qui détruisent des avions russes ici sont sur la ligne de front. Ah oui, parce qu'officiellement, évidemment, pour que c'est un semblant de vraisemblance, les médias nous disent que c'est sur la ligne de front. Donc évidemment, il n'existe aucun système antiaérien qui est sur la ligne de front. Je le rappelle, il n'y en a aucun. Et encore moins des systèmes patriotes à 1,1 milliard de dollars. Un système antiaérien coûte une véritable fortune. Bon, pas les S-200, certes, ukrainiens. Mais bon, même. Donc, plus le système antiaérien est proche de la ligne de front, plus il va être détruit et vu par soit des drones suicides via des drones de reconnaissance au préalable, soit des avions de reconnaissance, soit, je le répète, des drones de reconnaissance qui vont pouvoir donner l'information pour des bombes ou des missiles ou de l'artillerie. Donc évidemment, en général, on met des systèmes, ne serait-ce que pour l'artillerie, on met des systèmes antiaériens à environ 60 km du front. Voilà, c'est le plus proche qu'on puisse faire. Et encore, c'est suicidaire. 60 km de front, c'est rien. Donc, c'est suicidaire pour un système antiaérien. Mais bon, c'est le plus proche, voilà. Surtout là où il y a des drones partout, des avions de reconnaissance russes partout dans la zone, donc c'est complètement ridicule. Bref, mesurons. On prend une mesure en imaginant que ça soit sur la ligne de front. On va dire ici. Voilà. Voilà. Il y a 430 km. Voilà. Attention, là, on le met sur la ligne de front. On le met sur la ligne de front. Alors maintenant, en imaginant que ça soit légèrement plus intelligent et qu'on le mette à 60 km, alors 60 km, ça fait quoi? Ouais, voilà, ça fait là. Donc 60 km, c'est le minimum. Ça ferait 495 km. Voilà, avec un S-200. Donc c'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Et alors, le S-200 au maximum du maximum, pour la dernière version, en admettant qu'il y ait une dernière version, c'est 300 km. Ça veut dire qu'au maximum, voilà, ça peut faire ça. Voilà. Et ça, c'est le maximum théorique. C'est un maximum théorique, évidemment. On ne parle jamais de maximum théorique pour des opérations réelles. Donc, c'est complètement ridicule.
Alors il y en a qui disent oui, mais il aurait été touché là, dans la mer, et puis ensuite il aurait continué, et c'est que là qu'il aurait explosé. Non, c'est pas possible, parce que s'il avait été touché là, comme certains le disent, eh ben, il aurait été dans la base de l'aérodrome ici par exemple, de Yeysk, par exemple, où ici, il y a une base ici sur la pointe. Voilà, en urgence. Il aurait atterri en urgence, il n'aurait pas continué jusqu'à sa base. Bref, maintenant concernant le front en lui-même, dans le sud, bah, rien ne se passe comme d'habitude parce que tout simplement, là, bah, c'est le seul endroit où les Russes ne peuvent pas avancer, même en guerre d'attrition ou par grignotage, bah, tout simplement parce qu'il y a le Dniepr bah, qui sépare les deux adversaires. Donc là, évidemment, les Russes n'avancent pas, mais ils n'avancent pas non plus dans la région d'Ory-Refan. Donc ils avancent pas non plus là. Donc là, ils ne font que protéger, protéger. Ils n'avancent pas, ou si peu, à partir de là, ils avancent un tout petit peu, mais très peu. Toujours sur Ougledar, rien ne se passe. Donc là, il y a un rond bleu parce que c'est une petite forteresse. Là où, alors les symboles rouges, ça veut dire que là, ça bataille fort. Hein. Mais ça ne veut pas dire d'avancer de part et d'autre. Là, les Russes, comme il y a une épingle rouge, ça veut dire que c'est une avancée russe. Là, les Russes ont beaucoup avancé sur Krastono-Rivka. Ils ont beaucoup avancé. Donc là, c'est en kilomètres hein, qu'on parle. Là aussi, ils ont beaucoup avancé dans la région de Pervomaïskié. Beaucoup avancé. Donc là, c'est pareil, c'est en kilomètres. Donc là, c'est assez étonnant. Là aussi, alors là, des avancées un peu partout sur Semenivka, là sur Novovalk-Mutviska, ils ont bien avancé. Et là où ils ont fait une progression terrible, parce que bon, là c'était ici, hein, la semaine dernière c'était ici. Hein. Là c'est sur Ocheretinié, là, énorme avancée de plusieurs kilomètres, peut-être même quelques dizaines de kilomètres. Grosse avancée. Là, pareil, grosse avancée vers Kéramique. Donc, ils étaient là la semaine dernière. Donc, grosse avancée, d'où les épingles rouges. Là, il y a eu des grosses avancées russes. Alors là, là c'est des épingles qui ne devraient plus être là. Parce que là, non, les Russes, sur Tchassiviar, pour l'instant, j'ai pas d'informations comme quoi ils avançaient. Je laisse les flèches stratégiques pour vous montrer ce qu'ils veulent faire. Donc là, ils veulent surtout avancer sur le côté nord et sud afin de faire une pince pour assiéger la ville. Bon, nous verrons comment cela se passera la semaine prochaine. Sinon, un petit peu plus au nord, donc là, non, ça, les Russes n'ont pas fait d'avancer ici, donc ça combat toujours très fort dans le chaudron de Sivelsk, hein, bien sûr, d'où le point rouge. Là, pareil, donc la semaine dernière, les troupes ukrainiennes avaient avancé, et ça c'était tout à fait exceptionnel, et les Russes avaient reculé. Bon, bah, les Russes ont repris le terrain perdu, donc là ça revient un petit peu comme avant. Donc bon bah les Ukrainiens avaient fait quand même un bel effort ici. Maintenant sur Kupiansk, rien ne se passe, dans le sens il y a toujours beaucoup de batailles, mais les Russes avancent d'une lenteur d'escargot. Alors là on peut parler de dizaines de mètres sur tout le front. Certainement en préparation de la grande offensive, mais là ce n'est que mon opinion. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire, donc, et j'en arrête là pour la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.